Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Erwan Kézard. Je serai chargé d'animer cette clôture de la 18e UHFP qui touche à sa fin. Enfin, à sa fin. Qui entame une transition vers autre chose, pour le dire autrement. C'est le sujet, aujourd'hui, les transitions. Et du coup, avant de me présenter, je vous annonce un peu ce qui va se passer. Pendant 3 jours, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de débats, beaucoup de rencontres aussi. L'UHFP a été fidèle à elle-même, beaucoup d'activités, beaucoup de vie, beaucoup de choses qui se sont passées. Et étant donné qu'on est dans le domaine de la formation, on va appliquer les bonnes pratiques de la formation. En conclusion, on va ancrer par une synthèse et en vous faisant mobiliser, en faisant nous dire de manière participative ce que vous avez retenu de tout ce qui s'est passé. Puis, réfléchir à quels sont les points d'action sur lesquels vous pourrez vous engager pour la suite. Car l'UHFP, c'est vous donner de l'information, mais c'est aussi vous inviter à actionner des choses, à entrer en transition pour le coup. Du coup, préparez-vous à vous connecter à Evenium ou à le télécharger si ce n'est pas encore fait, car ça va nous servir à voir en direct ce que vous avez dans la tête à un instant T quand on vous posera des questions. Du coup, je me présente un petit peu plus avant. Je m'appelle Erwan Kézard, je suis cofondateur de Contournement. Contournement, c'est une société, un organisme de formation qui forme aux outils no-code, qui en quelques mots sont des outils qui permettent à tout un chacun, ici au plus grand nombre, de créer lui-même ou elle-même des sites web, des applications mobiles, des outils numériques pour gagner en efficience, notamment au quotidien, qu'on soit une PME, une grande entreprise. Et du coup, je suis chargé d'animer, mais aussi, j'interviendrai aussi, car le no-code, en quelque sorte, un peu l'étape d'évolution après le code informatique, c'est une forme de transition d'une forme de travail numérique vers une autre qui, espérons-le, sera émancipatrice. En tout cas, on œuvre pour chez Contournement. Ces présentations étant faites, je vais appeler à la barre 3 invités de marque qui vont nous rejoindre, à savoir Bénédicte Fauvarc-Cosson, administratrice générale du CNAM, Astrid Dupetit-Thouars, facilitatrice animatrice au sein de la Fresque Océane, et Charles Keller, cofondateur de la WeBox. Vous vous asseoir. Avant de vous donner la parole, nous allons vous donner la parole. Comment? Avec l'application Evenium, ConnexMe. Du coup, va s'afficher à l'écran un QR code, une adresse, un code, bref. Je vous conseille plutôt quand même d'aller sur l'outil qui vous ouvrira ce QR code pour faire au plus vite. Je vous laisse une petite minute pour vous connecter, une petite trentaine de secondes. Et alors apparaîtra la question, la première question à laquelle il va falloir répondre. Nous allons donc vous laisser clavioter en paix dans quelques secondes. Je vois les téléphones qui se lèvent. J'ai dû prendre une photo à ce moment-là parce que ça fait un peu comme les photos pendant les concerts, ça aurait pu être pour TikTok ou tout ça. Je n'ai jamais touché à TikTok, mais bon. Du coup, très bien. Normalement, on va pouvoir commencer à lancer la question. Levez la main, celles et ceux qui ne sont pas encore sur ConnexMe. Levez la main franco, franchement. Ok. De toute façon, le temps que vous installiez ou autre, s'il y en a qui doivent le faire, ça réapparaîtra, hein, ce QR code et tout ça, de temps en temps. On peut lancer la première question. Normalement, ça va apparaître sur l'écran de votre nano-ordinateur, de votre téléphone. Quels sont les 3 mots-clés que vous retiendrez de cette 18e Université d'hiver de la formation professionnelle? 3 mots-clés, hein, pas des phrases. 3 mots-clés qui définissent ce que vous retirez, ce que vous retiendrez, ce que vous allez partager à vos collaborateurs, vos collaboratrices, votre famille aussi, si vous êtes vraiment à fond dans la formation pro, et que vous vivez formation pro, que vous mangez formation pro, que vous transitionnez formation pro. Alors, et en live, vous allez voir, du coup, les résultats apparaître. Normalement, on devrait faire ça pendant, allez, 1 ou 2 minutes. Et on ne sait jamais, si vous voyez un mot apparaître qui vous parle et que vous vous dites « mince, j'ai déjà cramé mes 3 cartouches », eh ben, n'hésitez pas à mettre ce mot aussi, au 4e ou 5e mot, comme ça fera grossir le 10 mots.
Peut-être transition, c'est bizarre, on s'y attendait pas. VAE. Bell. Ah, ça c'est Graham Bell, non, c'est 2 L. Avenir. CPF. Partage. Bon, d'un coup. Une télépathie qui s'est fait, une synchronicité. Réseau digital, Cannes, qualité. Donc je vais commencer, chers intervenantes et intervenants, à dire par ordre d'importance, parce qu'on commence à voir se dégager des tendances, les fameux mots. Vous voyez pas d'ici, du coup? Un petit peu. Okay. Donc transition au cœur, normal. Innovation, donc ça peut avoir beaucoup de sens divers et variés. C'est pas toujours un mot positif, innovation, il faut le dire aussi. Compétences, soft. 2030. AFEST. AFEST, VAE, c'est quoi? C'est du latin? Non, VAE, je plaisante. Ouais, Victis. Qualité, RSE, sens. Sens. Même si en rose pâle sur orange, ça sort peu, ça grossit. Certification, qui fait son entrée. Enfin, son entrée, on va dire, commence à monter sur le podium. Futur, parcours, transformation. Au vu de la place de transition, je pense qu'on peut faire des liens linguistiques. On peut quand même lier un peu tout ça à transition. Transition, ça peut être dissocié de partage, ça peut être transition vers le partage aussi. Échange, en gros, réforme. Ok. Agilité, accompagner. Vous êtes très nombreuses et nombreux, donc c'est normal que tout ne tienne pas. En tout cas, on vous laisse encore 15 secondes. On va pouvoir, avant de laisser la parole à nos intervenantes, commencer par vous passer une petite vidéo. Une vidéo qui va vous présenter la fresque océane, parce que souvent, une image vaut 1000 mots et une vidéo vaut 1000 images. Donc, avant que de passer la parole à Astrid, je vous propose de visionner cette petite vidéo d'1 minute pour comprendre ce qu'est, non pas la fresque du climat, mais la fresque océane. C'est parti. Bonjour, je suis Laetitia Chédru, je suis animatrice de la Fresque Océane. C'est une association qui a été créée par Alice Vitou et qui est implantée à Rennes, mais qui rayonne sur toute la Bretagne, la France et même au-delà. La Fresque Océane, c'est un atelier ludique et collaboratif qui a été créé en 2019 et qui est basé sur un jeu d'une centaine de cartes. Toutes les données sont issues de différentes études scientifiques et on y parle de biodiversité marine, de l'impact de la pêche ou des industries maritimes. On y fait le lien entre le dérèglement climatique et l'océan et aussi le lien entre nos activités sur Terre et la pollution qu'on va trouver en mer. Et aujourd'hui, on est 35 animateurs à animer cette fresque sur tout le territoire. L'objectif de la fresque Océane, c'est de porter la voix de l'océan, de reconnecter chaque citoyen à l'écosystème marin. L'océan, c'est l'origine de la vie. Il est important de prendre conscience des enjeux de préservation de cet écosystème et de prendre conscience de tout l'aspect systémique qui nous relie à lui. Je me suis lancée dans la fresque Océane parce que j'ai été emballée par la passion qui animait Alice, la créatrice du jeu, auprès de l'océan. Et elle a réussi à m'embarquer, moi, comme les autres animateurs, dans cette aventure. Et elle a réussi à assembler un collectif de passionnés de l'océan. C'est ce qui nous lie et c'est ce qui nous donne envie d'aller plus loin aujourd'hui avec ce beau projet. Merci pour cette vidéo. À présent, il y a plein de mots qui sont ressortis. On parle des transitions. Déjà, est-ce que vous voulez, Astrid du Petit Thouars, facilitatrice au sein de la fresque Océane, compléter certaines choses et rebondir, par la même occasion, sur tout ce qui est ressorti juste avant. Parler des transitions. Libre à vous. Merci Erwan. Bonjour à toutes et tous. Merci de me permettre aujourd'hui de pouvoir parler de choses qui me passionnent, notamment la fresque Océane. Et oui, tout à fait, j'ai très envie de rebondir sur les mots qu'on voit sur l'écran, notamment évidemment le mot transition. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à prendre conscience qu'on doit rentrer dans une transition à la fois écologique et sociétale, et qui sont liés à tous ces enjeux écologiques. Et
Aujourd'hui, quand on entend toutes les informations autour de tous ces problèmes liés notamment à l'océan, le climat, les enjeux écologiques, tous ces sujets sont assez complexes. La formation aujourd'hui classique, descendante, apport de connaissances, répond pas forcément toujours à cette complexité. Seul face à tout ça, c'est trop difficile d'y faire face presque. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'un autre format de formation, sur le format de l'intelligence collective, permet justement de prendre conscience, de mieux comprendre et d'y trouver du sens pour ensuite pouvoir agir ensemble. Et la fresque Océane, comme d'autres outils basés sur l'intelligence collective, comme la fresque du climat qui est assez connue aussi, aide justement à prendre conscience à plusieurs, mieux comprendre et y donner du sens, et surtout d'agir autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Et que finalement, j'ai aussi vu sur l'écran au début le mot changement, que le changement parfois il peut faire peur, mais que finalement le changement peut rendre heureux parce que ça redonne du sens, où les actions du quotidien retrouvent du sens en adéquation avec notre planète. Voilà. Merci beaucoup. En vrai, ce que je trouve intéressant, en tout cas à titre personnel, c'est que c'est un format qui cherche à faire transitionner les gens sur un sujet de transition essentiel, à savoir l'écologie. Et voilà, quelque chose à dire là-dessus, enfin sur ce croisement des transitions, faire transitionner vers une transition. C'est pas une question piège. Hein. Peut-être pas. Hein. Dans les transitions écologiques et dans les transitions au niveau de l'entreprise, c'est ça la question ? Oui, un peu, c'est sur la méthode pédagogique, c'est pour permettre aux gens d'amorcer une transition à leur niveau, au niveau de l'entreprise, sur un sujet qui, de manière plus holistique, plus globale, est un impératif de transition, si j'ose dire, qui n'est pas encore gagné d'ailleurs. C'est vrai que aujourd'hui, ce mot transition et la façon pédagogique de le faire, comme je disais, c'est assez complexe. On a du mal à comprendre exactement comment on doit faire. Et c'est pour ça que d'utiliser, donc comme vous avez vu dans la vidéo, la fresque Océane comme d'autres outils qui utilisent des cartes où en fait on est plusieurs autour d'une table à reconstruire le lien de cause à effet pour comprendre un peu justement mieux les enjeux. Et du coup, le fait de le comprendre ensemble, on a un apport pédagogique et aussi à la fois ludique. Et justement, à plusieurs, on est amené après à se poser des questions. Déjà, on ressent aussi ensemble, parce que ça a fait remonter beaucoup d'émotions, ces sujets-là, puisque c'est des sujets qui nous touchent tous. Et ça donne envie, après, d'agir ensemble. Surtout par rapport au fait qu'on n'est pas seul, quoi. C'était mon point, la modalité pédagogique qui permet d'amorcer une transition comportementale, d'usage, au regard d'une compréhension cartographiée, envisagée visuellement. Bon, on a compris que le visuel, ça m'importe beaucoup. Parce que sinon, sans comprendre l'objectif et sans le bon contexte, notamment l'émotionnel, c'est important. Là, on ne s'adresse pas que à comprendre des choses sur papier. Ça, enfin, à ce titre-là, je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard. Donc, j'interviendrai juste après, très courtement. Mais si vous avez quelque chose à ajouter, Bénédicte, administratrice générale du CNAM, je le rappelle, n'hésitez pas. Merci Erwan. Bonjour. Alors, le mot que je retiendrai, moi, sur l'écran, il est tout en bas, accompagner. Accompagner, c'est vraiment la mission des organismes de formation. Et je crois que vous avez intitulé cette séance « Quels engagements pour quelle transition ?» Et je trouve cette notion d'engagement absolument essentielle. Vous vous souvenez peut-être, il y a 10 ou 12 ans, de ce petit livre de Stéphane Hessel, « Indignez-vous », et du succès planétaire qu'il a connu. Et finalement, ce que je trouve très appréciable aujourd'hui avec cette notion de transition, c'est qu'elle appelle la notion d'engagement, et non pas d'indignation. Parce que l'indignation toute seule, c'est assez stérile. La grande démission dont on parle, c'est aussi assez stérile. Et ce qu'on voit avec la jeunesse, et notamment, on l'a vu lors des remises de diplômes de certaines grandes écoles, c'est qu'il y a une indignation, il y a un refus de quelque chose, mais il y a aussi un désir profond de s'engager. Et donc nous, notre rôle, et vous aviez raison de dire qu'il fallait être dans l'intelligence collective, notre rôle,
c'est l'accompagnement dans cet engagement. Et cette transition que nous vivons, c'est, je crois, aussi une transition de la formation et de la formation tout au long de la vie. On ne parle plus tant aujourd'hui de formation professionnelle ou de formation continue que de formation tout au long de la vie. Car il s'agit, dans cette formation, d'accompagner les jeunes et les moins jeunes et de les accompagner pas seulement vers un métier, mais de les accompagner dans leur vie, de les aider à donner un sens à leur vie, à leur reconversion. On parle aujourd'hui beaucoup de reconversion professionnelle. Et ce qui me frappe dans ce mot, c'est qu'il y a le mot conversion, se tourner vers quelque chose, mais se tourner pleinement. Et généralement, quand on est dans une étape de reconversion professionnelle, c'est parce qu'on cherche du sens. Donc nous, notre rôle, il est de former à des métiers et de donner du sens et de permettre à un jeune de devenir un homme, une femme qui s'intègre dans la société. Et en fait, le mot, on parle de coach souvent, non, le mot français que j'aime, moi, c'est le compagnonnage. Et au Conservatoire national des arts et métiers, on a un lien avec les compagnons du Tour de France. Et leur mission, c'est de leur apprendre un métier et de leur apprendre à être pleinement hommes et femmes. Très intéressant. Merci. Et il y a aussi un mot, enfin un sujet que j'aurais aimé aborder, c'est, j'ai pas forcément beaucoup entendu pendant ces 3 jours, c'est la transition cognitive. Transition cognitive dans quel sens? Et ça reboucle un petit peu aussi sur ce que vous disiez. Ça fait longtemps, pour ma part, que je travaille dans la formation au numérique, notamment pour des publics jeunes. Et clairement, il y a des études aujourd'hui qui montrent que le déficit d'attention est de plus en plus grave, notamment chez les jeunes générations, mais pas que ça détruit le cerveau, même dès le plus jeune âge. L'exposition constante aux écrans. Cet infraordinaire dont Baudrillard parlait, il est constamment devant notre nez, il est dans nous. Lorsque la technologie, c'est des transitions d'interface, la technologie tâche d'être de moins en moins visible. L'intelligence artificielle, le no-code aussi quelque part, ça donne une préhension sur tout ça. Mais qu'elle soit moins présente pour devenir plus invasive, quelque part, moins visible pour être plus invasive, ça requiert notamment, en termes de formation, je pense, une peut-être formation à la discipline cognitive. Mais actuellement, justement, on forme au no-code, par exemple, des jeunes gens à Stein, en Seine-Saint-Denis, et on constate que d'arriver à les discipliner sur une matière artisanale, du numérique artisanal et matérialisé, pour leur permettre de, petit à petit, via des formats très digestes, qui demandent peu d'attention et de concentration, les amener vers plus de concentration petit à petit, comme une espèce de, je suis désolé, mais de rééducation cognitive. Et cette transition cognitive, pour ma part, je suis convaincu que c'est un enjeu majeur, parce que ce canal de communication qu'on a tout le temps devant le nez ou devant les yeux, si on en perd le contrôle, on perdra, je pense, une bataille entre des empires numériques qui voient le cerveau comme une terre de conquête, là où, pour le coup, il faudrait peut-être plus le voir comme un territoire de préservation, d'apprentissage de l'esprit critique et justement d'outillage pour pouvoir recevoir les bonnes infos et amorcer les bonnes transitions. Et que ce soit par des pratiques moins numériques ou par le numérique, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un combat à mener là-dessus. Très bien. Comme je le disais, on a commencé un petit peu en retard, donc sans transition, enfin, façon de parler, je vais passer la parole à Charles Keller, donc cofondateur de la WeBox, qui va nous restituer l'expérience qui a eu lieu pendant 3 jours ici, autour des compétences 2030. Charles, la parole est à vous, et vous avez, oui, la zapette, super. Merci Erwan, bonjour à tous. Effectivement, on parle un petit peu de ritualisation des façons d'apprendre au quotidien, et c'est l'objet de notre plateforme, de la plateforme de la WeBox. La WeBox, c'est une start-up du corner de l'innovation de Centre Info, et en une phrase, on propose une solution de partage de bonnes pratiques à grande échelle qui synthétise automatiquement la valeur ajoutée des participants. En bref, c'est un nouveau mode d'apprentissage très collaboratif. J'étais déçu de ne pas voir collaboratif dans le nuage de mots tout à l'heure, mais quelque part, c'est une nouvelle façon d'apprendre. On n'apprend jamais tout seul, on apprend beaucoup mieux quand on est en groupe. Alors, un cas concret, généralement, on fait ces expériences comme celles que vous avez pu vivre sur des communautés managériales de grands groupes, et ça les aide à passer à l'action, à changer leurs rituels, à trouver plus de plaisir dans leurs actes d'animation d'équipe.
Ici, l'expérience que l'on vous a proposée et qui est encore accessible, on vous invite à flasher le code ici et à créer votre compte dans la deuxième application du salon, l'application LaWeRoom. Vous allez pouvoir y retrouver les contenus, participer aux quiz, aux missions et donner votre point de vue. C'est d'autant plus intéressant que cette application reste ouverte et vient prolonger l'esprit de Cannes, l'esprit de l'UHFP dans les prochaines semaines. Alors, je vous disais, cette application, cette expérience s'est déroulée pendant 3 jours. On a eu beaucoup de participants, déjà 180 participants, bravo à vous, qui ont contribué à définir quelles seront les compétences clés en 2030. Alors, hop, super, la zapette marche. La première question, c'était de savoir un peu organiser parmi les 15 compétences clés qui sont présentées qui ont été identifiées par le World Economic Forum, quelles sont celles qui vous paraissent les plus pertinentes, les plus critiques à développer à cet horizon. On voit que ça tourne beaucoup autour de l'humain et c'est logique avec la population de l'UHFP. Arrive en tête l'intelligence émotionnelle, la créativité prise d'initiative et ensuite la pensée critique et l'analyse. Les 2 suivantes sont très intéressantes également. L'apprentissage actif, je parlais tout à l'heure du passage à l'action, le learning by doing en mauvais français. Quelles vont être les meilleures stratégies d'apprentissage à cet horizon 2030? Et la dernière, qui est une compétence qui vient d'apparaître dans la cartographie du World Economic Forum, qui est la tolérance, la résistance au stress et la flexibilité. On pourrait résumer en résilience. Donc ça, c'est vraiment les compétences que vous avez identifiées parmi la liste proposée comme clé. Mais c'est bien gentil de lister tout ça. À l'horizon 2030, comment on fait pour s'y préparer? Et donc, on vous a demandé comment s'y prendre et voici la synthèse automatisée de ce que vous nous avez remonté. Je vous le propose sous la forme d'un semainier pour passer à l'action dès la semaine prochaine, voire dès maintenant, en sortant votre smartphone pour prendre en photo cette liste de petites actions. C'est ça qui est vraiment la philosophie de la WeBox, c'est comment on décline des grandes valeurs d'entreprise ou des grandes compétences à acquérir en actions concrètes sur le terrain dès la semaine prochaine. Alors, ce semainier, il prend la forme de donner plus de sens lundi. Par exemple, à vos réunions d'équipe, faites participer directement les gens à l'amélioration continue, à découvrir des pistes de progrès eux-mêmes, ou bien proposez-leur d'avoir du temps pour réfléchir à des sujets porteurs de sens. Mardi, développez votre empathie en demandant un feedback à un collaborateur et en offrant un feedback à un collaborateur. Mettez-vous vraiment un reminder mardi à 10 h pour le faire, pour y penser. C'est ça l'objet. Soyez également vigilants à vos émotions. Essayez d'apprivoiser vos émotions. Mardi, en fin de journée, mettez-vous un petit créneau pour y penser. Mercredi, travaillez votre impact en vous demandant quel est l'impact d'un changement en cours sur les autres membres de l'équipe, voire sur votre client final, si c'est un client interne ou externe. Jeudi, vous pouvez vous organiser pour apprendre quelque chose, essayez de vous bloquer une plage. Peut-être que vous savez que Bill Gates bloquait toujours une demi-journée par semaine dans son agenda pour apprendre quelque chose. Et je crois que ça lui a porté succès. Et puis vendredi, questionnez le sens des actions qui sont en cours. Parlez explicitement avec votre donneur d'ordre. Apprenez à manager votre chef sur les demandes qu'il vous propose. J'accélère. Il y avait aussi hier matin un atelier sur le design fiction. Design fiction, c'est un mot pour juste désigner les conditions de mise en situation d'un groupe pour réfléchir à horizon 2030. Il y a 3 scénettes qui sont ressorties de cela, qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à horizon 2030, certifier les soft skills, c'est-à-dire avoir un parcours d'acceptation de ces émotions, très intéressant pour les rôles managériaux notamment. Deuxième cas de figure, est-ce qu'on ne va pas avoir de plus en plus des capteurs numériques qui permettent de recueillir les variations d'émotions à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir agir en conséquence? C'est des scénettes imaginées, on ne dit pas que c'est le futur souhaitable, on dit que ça pourrait se passer comme ça. Et troisième scénette, systématiser le mentoring intergénérationnel.
C'était donc les résultats de cet atelier. J'ai plus qu'à vous remercier Centre Info de nous avoir permis cette opportunité et remercier les 180 Encounting. J'imagine que vous êtes en train de télécharger l'appli pour participer à cette expérience et avoir les résultats plus concrets, plus détaillés la semaine prochaine. Merci Charles, c'était très clair, très synthétique. Si vous voulez applaudir, allez-y. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voudra nous faire taper dans les mains autrement tout à l'heure, mais je n'en dis pas plus. Du coup, là on vient de parler des compétences 2030. Sujet central, sujet important, qui a été nourri ces derniers jours. Je me tourne donc à nouveau vers vous. Bénédicte, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, le CNAM, les compétences 2030, transition? Merci. Ce que ça m'inspire, c'est que parfois, pour se projeter dans l'avenir, il faut aussi s'ancrer dans le passé. Donc, je vais vous parler un petit peu du CNAM. Le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, le nom ne fait peut-être pas rêver, et pourtant, pourquoi est-ce un conservatoire? C'est vrai que c'est étrange dans le paysage de la formation, parce que le fondateur du CNAM, l'abbé Grégoire, était convaincu dans une période de révolution industrielle, en fait, et c'était aussi la révolution tout court, puisque le CNAM a été fondé en 1794, que c'est en exposant les objets et en alliant la vision et le geste que l'on pouvait apprendre. Et il était aussi convaincu que c'est par la formation que l'on sortirait les Français de la pauvreté. D'où cette mission d'inclusion sociale très forte et à laquelle je tiens particulièrement. D'un conservatoire, le CNAM est devenu un grand établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il a changé de statut et les objets exposés, maintenant, sont exposés dans le musée du CNAM. Mais je crois profondément qu'aujourd'hui, pour renouer avec ce passé, il faut aussi renouer avec le geste et les métiers. Il est national, ce conservatoire, et national, ça veut dire qu'il est ancré sur tous les territoires. Et donc nous avons 20 ou 22 centres en région, 5 à l'étranger, et des antennes partout dans le monde, et 26 laboratoires à Paris et ailleurs. Et puis, ce sont les arts et métiers. Les arts et métiers, c'est lié à l'industrie, aux ingénieurs. Et là, il y a une grande transition du CNAM, là encore, puisque à partir du début du XXe siècle, le CNAM a surtout travaillé sur l'homme au travail. Après avoir été dans les outils et les machines, c'est cette dimension humaine qui a été prise en compte, d'où notre force dans notre recherche, notamment sur la question de l'homme et des femmes au travail. Et donc, le CNAM a sans cesse su évoluer et accompagner les transitions dans le monde, et il continuera de le faire. Ça, c'est extrêmement important. Et les deux axes dans lesquels moi j'inscrirai mon mandat, c'est à la fois l'inclusion sociale, et c'est historique, c'est notre ADN, il faut continuer, mais c'est aussi, et c'est également historique, l'excellence. L'excellence de notre recherche et pas seulement de nos enseignements. Car ce qui fait la force du CNAM par rapport à tout autre établissement de formation professionnelle, c'est d'avoir ces laboratoires, cette recherche extrêmement ancrée dans les métiers, dans l'entreprise, dans la pratique, et recherche et formation sont intimement liées. On se situe donc différemment d'une université, où la formation est plus académique, et différemment aussi des grandes écoles, où les formations sont plus centrées sur certaines thématiques. Nous avons une recherche transdisciplinaire, et cela nous accompagne dans l'ingénierie des formations, dans le design des formations, et par ailleurs, et on y tient beaucoup, on offre des parcours individuels. Donc on co-construit les formations avec ceux qui viennent nous voir, et on a une grande compétence aussi dans ce domaine-là. Et quand on parle de compétences 2030, on peut parler aussi, pas forcément que de la compétence et de la façon de l'accompagner, mais comment on la situe, comment on la place dans la vie professionnelle et personnelle d'une personne ou d'un ensemble d'individus, à savoir d'un territoire. Je crois savoir qu'au CNAM, vous avez quand même une approche d'entrée territoriale qui est assez forte, et j'ai envie de dire territoriale aussi au niveau de la vie personnelle de l'individu, à savoir que fut un temps où on entendait souvent que le CNAM était une usine à divorce parce qu'il y avait les cours du soir, etc. Et il semble que les transitions numériques, notamment, vous permettent de mieux accompagner ça, de permettre aux gens
d'avoir une répartition entre leur temps de formation et leur présence, c'est bête, mais à la maison, au domicile. Enfin voilà, ce côté, le mot proximité dans tout ça, compétences 2030 plus proximité, territoire, individu. Oui, c'est très important. C'est vrai que nos formations sont exigeantes, notamment la fameuse école d'ingénieurs du CNAM et 4, 5 années, 6 années de formation. À l'époque, on disait continue ou professionnelle. Ouais. C'est long, c'est difficile, c'est impactant pour toute la famille, en effet. Alors aujourd'hui, les choses sont différentes, puisque nous avons énormément d'enseignements à distance, de parcours hybrides. Donc de ce point de vue-là, on accompagne les transitions sociétales, les manières de vivre différentes, les enjeux sont différents. On ira plus loin encore avec des micro-certifications. C'est très important lorsqu'il y a des reconversions professionnelles. La personne ne peut pas se permettre de rentrer dans un tunnel de 3 ou 4 ans de formation. Donc il faut absolument là être présent et voir exactement avec elle ce dont elle a besoin par rapport à la validation de ses acquis. Une validation digne de ses acquis, des acquis de l'expérience et puis aussi des acquis dans ses diplômes. Et tout cela, c'est cette grande transition de la formation professionnelle, en effet. Et par ailleurs, au CNAM, nous avons vraiment cette chance d'être sur tous les territoires grâce au centre en région. Nous avons aussi lancé ce programme, enfin mes prédécesseurs ont lancé ce programme au cœur des territoires qui s'adosse au programme Action Cœur de Ville. Et j'ai inauguré plusieurs antennes. Nous avons 230 antennes du CNAM dans la France. Tout le monde connaît le CNAM. Il y a parfois beaucoup de confusion avec la grande école d'ingénieurs des arts et métiers. Mais nous avons des liens d'ailleurs avec cette école, les âmes. Mais le CNAM, dans l'imaginaire de tout le monde, ça évoque quand même la formation, l'inclusion sociale, la recherche, parfois la CNAM. Alors parfois la confusion est très très grande, mais c'est assez rare en réalité. Chacun dans sa famille a quelqu'un qui est passé par le CNAM et qui n'a pas nécessairement divorcé. Très intéressant. Je faisais allusion à, voilà, pas forcément à une chose actuelle, mais très bien, merci beaucoup. Et Astrid, de votre côté, on acquiert du coup des connaissances et des compétences dans le cadre de la fresque Océane. Je sais aussi qu'il y a des enjeux parfois un peu différents, par exemple, de ceux de la fresque du climat. On n'apprend pas forcément la même chose avec pas forcément le même enjeu, les mêmes objectifs pédagogiques à terme. Donc à la fois sur cet aspect-là, peut-être quelque chose à dire, mais aussi voilà, sur les compétences 2030, plus la fresque Océane. Quid? Moi, je suis assez émue d'avoir vu ce qu'il y avait sur les slides, sur les nouvelles compétences. Parce que justement les outils comme la fresque Océane et la fresque du climat aident beaucoup justement à développer cette intelligence émotionnelle, parce que une fois qu'on a compris les enjeux, donc au niveau du climat ou au niveau des enjeux de la biodiversité, ça remue beaucoup émotionnellement et donc il y a un recueil d'émotions. Et ensuite, c'est grâce au fait qu'on arrive à partager aussi ces émotions, ça donne envie de passer à l'action et de le faire ensemble. Et c'est tout à fait ce qui a écrit sur ces slides. Je les ai découverts juste un tout petit peu avant vous. Et très personnellement, ça m'a beaucoup émue. Ça fait beaucoup de temps que justement, avec les animateurs, on intervient dans les écoles. D'ailleurs, on a eu la chance de pouvoir former quelques professeurs au CNAM à l'animation de la fresque du climat. Et dans les entreprises, en utilisant ces outils pour justement agir tous ensemble. Donc la fresque du climat, elle est assez connue parce que le parti pris de l'association, c'est un sujet urgent. Il faut que le plus grand nombre puisse comprendre ce sujet. Donc énormément de personnes ont été formées à l'animation. Il y a 38 000 personnes qui ont été formées aujourd'hui. Et presque 900 000 personnes ont été sensibilisées. La fresque Océane, c'est un petit peu différent. Le parti pris de Alice Vitou, la créatrice, c'est de former une quinzaine d'animateurs par an, mais de choisir des animateurs qui vont s'impliquer aussi au niveau de l'association, qui vont continuer à développer ces compétences lorsqu'on va animer pour les différents publics.
Et l'association a été fondée en 2021 et à peine en 2 ans, il y a déjà 10 000 personnes qui ont été sensibilisées grâce à cet outil ludique et pédagogique. Et on va vraiment aller développer cette intelligence émotionnelle, cette envie de passer à l'action en utilisant justement un jeu de cartes et tous ces outils d'intelligence collective. Ce que je trouve intéressant dans tout ça aussi, c'est que ça permet de matérialiser des concepts qui sont plutôt abstraits et par le vécu, par le visuel, par la pratique, de faire tout ça. Et j'aimerais, pour le coup, à mon tour, me prononcer là-dessus, sur les compétences 2030, et j'ai envie de dire que je serai toujours dans la même lignée un peu mi-cognitive, mi-réappropriation du numérique. Ces outils-là, qui aujourd'hui sont censés nous faire gagner du temps, nous en font souvent perdre. Je parlais tout à l'heure un peu de cette invasivité que peuvent avoir certains acteurs, certains produits numériques dans notre vie, mais aussi au quotidien dans le travail, il faut être conscient que au lieu de faire travailler la machine, on travaille plutôt nous-mêmes pour la machine, en faisant des choses répétitives, en ayant une charge cognitive aussi qui est parfois un peu dure à supporter. Et j'ai envie de dire que parmi les compétences 2030, j'étais en train d'animer donc je n'ai pas pu le faire, mais prise de contrôle, réappropriation, notamment sur la chose numérique. Ça me paraît très important que ces compétences qui passent pour être uniquement des compétences d'experts aujourd'hui, on conscientise qu'elles peuvent relever de l'artisanat, notamment via des interfaces visuelles. Encore une fois, il n'y a pas de fatalisme technologique. La technologie saura ce qu'on en fait. Si on la laisse nous manipuler, si on la laisse prendre beaucoup de place, si on la laisse s'occuper de nous, elle s'en occupera. Du coup, en effet, que ce soit pour des personnes qui cherchent un emploi, que ce soit pour des salariés sur leur poste de travail, il faut proactivement aujourd'hui faire le saut en avant, le leapfrogging, comme on dit, comme en Afrique subsaharienne. Ils sont passés directement de pas d'équipement numérique pour la plupart de la population, à directement le smartphone. Aujourd'hui, il y a des technologies, même l'intelligence artificielle, ça fait peur. Mais si, en connaissance de cause, on sait de quoi il s'agit, on sait l'utiliser, on aura peut-être plus de poids aussi, pour ne pas les laisser faire n'importe quoi, enfin en tout cas, pour ne pas laisser les éditeurs de l'intelligence artificielle n'importe quoi. Et j'en reviens toujours à mon no-code, vous avez compris que c'est ma lubie, mais c'est un levier pour se réapproprier le numérique, là où on se fait déposséder de notre temps et de notre cognition, je pense. Donc je pense que c'est une compétence qui est encore un petit peu difficile à cerner, mais croyez-moi sur parole, plus on est éloigné du numérique quelque part, plus on peut avoir accès à cette approche du numérique dominé et non pas dominant. Sur ces bonnes paroles, on va réouvrir la parole aux participantes et aux participants. Saisissez-vous donc de ces petites machines que vous devez dominer, vous l'avez compris, et que vous avez moyen aujourd'hui de dominer avec tout un tas d'outils de plus en plus simples. Et on va lancer le deuxième sondage. Le deuxième sondage sur Evenium, donc QR code là. Quels sont les 3 mots-clés représentant les actions que vous envisagez de mettre en place suite à cette UHFP? Tout à l'heure, on était dans le constat. Qu'est-ce qui vous restera? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Là, c'est de mettre 3 mots-clés sur l'action que vous pourriez mettre en branle. Ça va être difficile de juste mettre un mot-clé, on en est conscient. Mais c'est le principe du nuage de mots. On réagira courtement sur ce sujet juste après. Hybridation. Accompagnement. Partenariat, très gros, et hybridation. Accompagnement, évolution, animateur. Peut-être des propos qui ont parlé. Communiquer, collaboration, danse en plus petit, intéressant. La transition poétique aussi, c'est intéressant. On n'a jamais autant entendu de chansons à texte et engagées qu'aujourd'hui. Si, peut-être dans les années 60-70. Mais bon, c'est un autre sujet. Réflexion, affest, mettre en place de l'affest. Partage, partager. Bon, parfois, il y a des mots qui, à une lettre près, ne sont pas les mêmes, mais sont proches. On fait confiance à vos yeux avertis. Qualité, sens. Bon, partenariat, accompagnement qui grossit, qui remonte dans les scores, sur le thermomètre. Partenariat, accompagnement, innovation, réseau. Évolution, pédagogie. Oui, je crois que c'était évolution pédagogique. Évolution et pédagogie. RSE. Il est tout petit, RSE.
VAE, toujours. Hybridation, accompagnement qui grossissent. Partenariat. En gros, on va laisser encore une petite dizaine de secondes, mais les tendances sont quand même assez claires, voire écrasantes. Accompagnement, partenariat, innovation, collaboration, semblent être les maîtres mots sur ce que vous comptez mettre en place. Là, évidemment, si on avait une demi-heure de plus, ce serait hyper intéressant de voir ce que vous mettez derrière. Comme dans les méthodes agiles, vous savez, quand mettez juste un mot sur ce qui allait bien sur ce projet, un autre mot sur ce qui ne va pas, et puis les gens sont censés commenter le mot de la personne qui est à côté. Et on y met souvent pas du tout les mêmes choses, mais ça fait surgir des angles morts qu'on n'aurait pas identifiés autrement. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire ça. Mais bon, on va quand même pouvoir... Ah, métaverse. Ah, on l'attendait celui-là. Mais le métaverse, c'est pareil. Prenez-en le contrôle, voyez ce que c'est, quitte à le combattre, allez dedans. Je dis ça parce que souvent, malheureusement, on a souvent des réactions un peu à chaud, genre « Ouh là là, l'intelligence artificielle va nous tuer ». Mais versus « Ah ben, on la laisse faire ». Enfin, ces technologies sont des outils. Encore une fois, il n'y a pas de fatalisme technologique. Et j'arrête ma harangue ici, promis. Mais vraiment, ouais, le métavers, c'est des choses intéressantes, notamment des métavers à taille humaine, en 2 dimensions, qui sont un remède au téléprésentiel assez intéressant. Donc métavers, code, très bien. Open, accessibilité. Bon, n'hésitez pas à continuer à publier. On va quand même commenter un petit peu tout ça. Ce sera la dernière séquence de commentaires. Du coup, est-ce que, pour ouvrir ça, Astrid, tu veux nous faire taper dans les mains ou pas? Taper dans les mains. Pour réveiller un peu tout le monde. Oui, alors Charles va m'aider parce que je vais vous faire un tout petit jeu. Vous allez tous mettre vos mains comme ça. C'est très facile, on va tous taper dans les mains à 3. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde a ses mains comme ça? C'est bon? Ok, je vois plein de mains en l'air. Vous êtes prêts? Donc on tape tous dans les mains à 3. 1, 2, 3. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tapé dans les mains alors que je n'avais pas dit 3. En fait, l'homme fonctionne par mimétisme. On va plus suivre l'action que la consigne. Et donc, plus on se met en action, et plus finalement, en fait, on suit l'exemple. Et voilà. Donc, c'était pour montrer que finalement, merci Charles, qu'une action vaut plus que 1000 mots et 1000 consignes. Merci. Merci beaucoup Astrid. Et puis peut-être, oui, un mot sur, là, à partir même de cette séance, ce que tu recommanderais de mettre en action, au-delà de juste cette action par l'action. Voilà, sur les prochaines étapes, on a parlé des transitions, on a parlé des compétences. Sur vous-même, ce que vous comptez mettre en action pour demain, je pense que ça peut être inspirant que vous nous partagiez ça. Moi, je vais continuer à animer des fresques, des ateliers d'intelligence collective, autant dans les écoles que dans les entreprises. Parce que quand on ressort d'un atelier, bon, ce que je vous ai fait faire, c'est ce qu'on fait à la fin d'un atelier. Les gens, ils ressortent reboostés et ils ont plus cette... Parce que souvent, ces sujets-là, ça porte à culpabilité. Et au contraire, ça redonne de la joie, même si on a touché à des émotions pas toujours marrantes, mais on ressort de ces ateliers, on a la joie, on a envie de passer à l'action. Et voilà, j'ai envie de continuer à faire ça. Et pour moi, voilà, ça me fait beaucoup de bien et ça fait du bien aux gens. Merci beaucoup. Sachant qu'on a, on a un petit peu plus de temps, donc vous pouvez tranquillement nous partager les prochaines étapes, les actions, à votre tour, Bénédicte. Merci, on a du temps, ça tombe bien. Je reviendrai sur l'accompagnement. J'ai parlé de l'accompagnement de nos auditeurs, de nos élèves. Mais au fond, en tout cas au CNAM, nous sommes aussi là pour accompagner les politiques publiques pour la France. Et il faut quand même le dire, le gouvernement finance la formation tout au long de la vie. Et il le finance bien depuis quelques années avec cette fameuse loi, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a complètement changé le paysage. Et donc, je pense que le CNAM doit être là pour accompagner tous ceux qui s'y inscrivent, vous accompagner, mais aussi pour accompagner les politiques publiques. L'une d'elles, c'est la réindustrialisation dans toutes ses dimensions. On ne l'a pas du tout évoqué, on n'en a pas du tout parlé, mais nous serons là aussi pour former au métier,
aux métiers de demain, qui sont souvent des métiers hybrides, un peu de chaque métier. Et nous devons être sur ce terrain-là absolument. Donc cet accompagnement des politiques publiques également, c'est notre mission. Et c'est pour cela que dans les actions que j'envisage, je souhaiterais réorganiser notre offre de formation qui est extrêmement riche en grandes écoles, peut-être des écoles des transitions, et faire du CNAM le grand établissement de la réindustrialisation. Wow. Merci. Beau programme. C'est un enjeu de souveraineté aussi pour la France. Oui. Merci beaucoup. Tu parlais d'ancrage en démarrage de cette intervention. Moi, je repars avec deux idées que j'avais pas prévu d'avoir. Donc, je suis ravi de l'échange parce que j'ai l'impression que, quelles que soient les structures qu'on représente ici, un acteur aussi établi, assis que le CNAM, quelque chose de plus associatif, collaboratif, comme la Fresque Océane ou une start-up digitale dans la formation comme nous, on a tous eu des messages assez convergents vers plus d'apprentissage par le partage, par la collaboration, par la mise en situation très concrète et pragmatique. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et le deuxième mot-clé avec lequel je repars, c'est ce que tu nous expliquais avec le mimétisme social. Et je trouve ça super intéressant parce que ce concept de « tiens, les autres font comme ça et ça marche, donc moi aussi, je vais m'y mettre à apprendre de cette façon, je vais partager ma bonne pratique pour reprendre le langage la WeBox, je vais moi-même me mettre en mouvement comme eux », ça c'est quelque chose qui est super intéressant pour réussir les transitions qui sont devant nous au niveau des entreprises et au niveau plus global pour la transition écologique. Merci Charles. Pour ma part, c'est vrai que d'avoir échangé avec beaucoup de gens, ça faisait longtemps. Je n'avais pas vu des gens de la formation professionnelle, pédagogues, des gens qui sont sur le juridique. Et je pense que, enfin, fut un temps, j'étais dans une ancienne vie, j'étais cofondateur d'un organisme de formation qui s'appelle Simplon.co. On insérait par le code des personnes éloignées de l'emploi et tout ça. Et là, j'ai l'impression de revenir un peu dans cette recherche entre les bons dispositifs, les bonnes pratiques expérimentales, testées concrètement, évaluées, et surtout prendre toujours un petit peu de recul. Enfin, j'ai prononcé le mot cognition environ 20 fois jusqu'ici. Et je pense qu'aujourd'hui, dernièrement, enfin, il y a eu quand même deux événements majeurs. Le Covid, qui a fait que ce soit les enfants ou les adultes, on a vraiment pris énormément pourquoi je me lève c'est la motivation. On a pris vraiment énormément de numérique dans les yeux, dans le corps, etc. Puis aujourd'hui, ces technologies, encore une fois, là on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de métavers, de plus en plus immersives. Et je plaiderais pour encore aller vers tenter de créer d'éduquer à des gestes cérébraux, pour ainsi dire. Pour que tout ce qui passe pour être du virtuel, notamment subi, parce que c'est l'objet d'experts, arriver à mieux le lire afin de pouvoir mieux s'entraîner, notamment pour que ces cerveaux-là ne deviennent pas les vassaux d'une néo-féodalité numérique qui ne nous veut pas que du bien. Alors que c'est peut-être un outil formidable. Comme dit Alan Kay, un grand programmeur et penseur, qui serait certainement nos codeurs aujourd'hui, la meilleure façon d'inventer le futur, c'est de prédire le futur, c'est de l'inventer. Et je pense que ça passera par justement arriver à parler de gestes tout à l'heure. C'est ça qui m'a fait penser à gestes numériques. Arriver encore une fois à s'outiller pour être en maîtrise de ces interfaces qui sont omniprésentes. Et je continuerai dans ce sens-là. Et ça fait du bien de revenir dans un cadre justement où on peut parler de ça avec une vue plus pédagogique, plus formation pro. Je pense que plus que jamais la formation pro a un rôle d'émancipation. Et voilà, c'était un très beau moment qu'on a passé pendant ces 3 jours. Et nous vous remercions, chers co-intervenantes et intervenants. Et nous allons passer à la séquence finale. Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir.